Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Lutter contre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Bonjour à toutes et à tous, le podcast est de retour. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais au mois de juillet, les Ukrainiens se sont mobilisés contre un projet de loi qui visait à saper l'indépendance d'institutions de lutte contre la corruption. En voyant l'ampleur de ce mouvement, je me suis posé cette question. Comment peut-on lutter contre la corruption quand on est un pays en guerre ? Pour répondre à cette question et aux autres questions que je me posais, j'ai eu l'honneur de recevoir Andriy Bilecki, qui est le directeur administratif du Centre de recherche et d'éducation contre la corruption de l'Université nationale de Kiev-Mohyla. Cet entretien a été enregistré en anglais. Ici, vous écoutez la version doublée par mes soins en français. Bonne écoute. Bonjour Andriy Bilecki, bienvenue. Andriy, pourriez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à travailler sur la lutte contre la corruption ? Hi Sophie, thank you for the invitation. So my background is legal. I am Je a suis lawyer juriste by de formation. education. I have J'ai un a doctorat PhD en droit. J'ai réalisé ma thèse en criminologie et en droit pénal. Et c'est en rédigeant ma thèse de doctorat que ma carrière dans la lutte contre la corruption a commencé. Lorsque j'ai dû identifier le sujet de ma thèse avec mon directeur de thèse, nous nous sommes demandé quel sujet choisir. Au départ, on était parti sur un sujet lié à l'urbanisation et à la criminalité. Mais ensuite, nous avons décidé de revoir notre choix parce qu'à l'époque, l'anticorruption était à la mode. Et puis aussi, on était en 2014-2015. Et j'ai donc écrit ma thèse sur la façon dont la société civile en Ukraine est engagée dans la lutte contre la corruption et sur la mise en œuvre de réformes anticorruption dans notre pays. Eh bien justement, qu'avez-vous découvert lors de votre doctorat ? Comment la société civile est-elle impliquée dans la lutte contre la corruption en Ukraine ? Et en 10 ans, j'imagine qu'il y a pu avoir des changements. Alors comment les citoyens s'impliquent-ils aujourd'hui ? Basically, everything is going to the main functions of the civil society. So they have around En 5 or Ukraine, 6 la functions. société civile peut s'impliquer de façon différente. Il peut par exemple s'agir de la surveillance et du contrôle du gouvernement en analysant les données ouvertes. L'Ukraine fait partie des pays qui avaient beaucoup de données ouvertes avant la guerre. Aujourd'hui, nous avons quelques registres qui sont fermés, mais nous avons encore beaucoup de données ouvertes, accessibles à tous, avec lesquelles la société civile peut surveiller et contrôler ce qui se passe au sein du gouvernement. Bien entendu, la société civile peut aussi s'engager auprès des autorités gouvernementales en coopérant avec elles. Par exemple, nos autorités anticorruption en Ukraine ont ce que l'on appelle un contrôle civique, des conseils où la société civile peut contrôler, parler avec l'autorité anticorruption en question. Je suis moi-même membre du conseil de contrôle civique de l'Agence nationale de prévention de la corruption. La société civile peut, avec l'aide des données ouvertes et d'autres sources, dénoncer la corruption au sein du gouvernement, de la police nationale, des procureurs, des autorités locales, etc. En Ukraine, la société civile est également largement impliquée dans la défense des réformes anticorruption, non seulement en rédigeant des lois, en rédigeant des recommandations pour le gouvernement et en proposant ces recommandations, mais aussi en promouvant la législation auprès des membres du Parlement ou auprès du président ou du cabinet des ministres. Grâce à cette fonction de plaidoyer et parce que les capacités de plaidoyer de la société civile en Ukraine sont vraiment importantes, la société civile est vraiment puissante. La communication, c'est aussi primordial, c'est-à-dire faire passer le mot sur la corruption, sur l'anticorruption, les succès et les défis. Alors voilà, ces différents modes d'action sont toujours en place aujourd'hui. Alors certes, le contexte a changé, d'abord avec le Covid. Durant cette période, par exemple, il était vraiment difficile de coopérer avec le gouvernement à cause des restrictions du Covid. Mais encore une fois, comme le monde change, eh bien, nous avons aussi changé et nous avons pu établir une coopération en ligne, ce qui était aussi une bonne chose. Or, cela a été difficile au début parce que, par exemple, il y a des comités au Parlement et l'un des comités est le comité anticorruption.
Et avant le Covid, nous pouvions nous y rendre et participer au comité. Mais avec le Covid, c'était un peu plus difficile parce que personne n'était autorisé à sortir pour se rendre au comité. Les réunions étaient alors diffusées via YouTube, mais c'était assez difficile d'y participer. On pouvait écrire un commentaire, mais des parlementaires pouvaient facilement l'ignorer. Avec la guerre, c'est aussi devenu un peu plus difficile pour la société civile ukrainienne d'influencer la politique anticorruption, les réformes anticorruption. Parce que tout d'abord, après le début de la guerre, le gouvernement a fermé de nombreux registres pour des questions de sécurité. Mais au bout d'un certain temps, il les a rouverts, pas tous, mais je dirais que 70 à 80% d'entre eux sont à nouveau accessibles. La société civile a ainsi pu suivre et contrôler les dépenses du gouvernement, en particulier dans le secteur de la sécurité et de la défense nationale, ce qui est également très important pour le pays dans le cadre de la guerre. Récemment, le Bureau national ukrainien de lutte contre la corruption a arrêté des membres du Parlement et des chefs de l'administration régionale pour des faits de corruption dans les marchés publics liés à des drones qui sont ensuite utilisés sur le champ de bataille. Vous avez mentionné tout à l'heure le Conseil de l'intégrité, et j'espère ne pas me tromper en disant ce nom-là. C'est intéressant, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? C'est quelque chose, par exemple, qui n'existe pas en France. Comment cela fonctionne-t-il exactement et qui peut faire partie de ce conseil? The answer for this question is you need to divide it. So there are different ways on how civil society can be involved with cooperation. Je vais répondre à cette question en deux temps. Il existe différentes manières d'impliquer la société civile dans la coopération et le contrôle des autorités anticorruption. La première est les conseils de contrôle civique, qui sont des sortes de départements ou d'organes établis au sein de l'autorité anticorruption. Par exemple, nous avons l'Agence nationale de prévention de la corruption, qui est le principal organe chargé de formuler et de mettre en œuvre la politique de lutte contre la corruption en Ukraine. Au sein de cet organisme, un conseil de contrôle civique a été mis en place. L'Agence nationale de prévention de la corruption ne choisit pas qui elle veut de la société civile. Elle ne dit pas « je veux cette personne, mais pas celle-là ». Des élections ouvertes sont organisées et les gens peuvent voter avec leur téléphone portable pour une candidature particulière. Il y a 15 membres au sein de ce conseil de contrôle civique. L'objectif principal est de contrôler et de permettre à la société civile d'exercer un contrôle sur les activités de l'organisme. Par exemple, si une personne demande à l'Agence nationale de prévention de la corruption de contrôler les finances d'un fonctionnaire, mais qu'elle ne répond pas ou qu'elle ne souhaite pas le faire, la personne peut se tourner vers le conseil de contrôle civique qui va demander à l'agence pourquoi elle ne veut pas vérifier la situation financière du fonctionnaire en question. Les membres des conseils de contrôle civique sont également membres des commissions disciplinaires au sein des autorités. Ils sont aussi membres des commissions de sélection de cette autorité, c'est-à-dire que lorsque de nouvelles personnes sont embauchées, elles le sont par le biais de cette procédure de sélection et la société civile y participe. Les membres du conseil de contrôle civique peuvent poser des questions, vérifier que tout est transparent et si les bonnes personnes sont embauchées. La deuxième partie de ma réponse concerne ce que vous avez appelé les conseils d'intégrité. L'une des principales causes de la révolution de la dignité en Ukraine en 2014 était que l'Ukraine devait s'attaquer à la corruption et mettre en place de nouvelles autorités anticorruption. Mais la question était, comment pouvons-nous les mettre en place et être sûrs qu'elles ne seront pas aussi corrompues que l'ancien système? Les réformateurs, en collaboration avec le gouvernement, ont donc émis l'idée qu'il fallait sécuriser le processus de sélection des dirigeants de ces organes anticorruption en créant des conseils spéciaux pour les sélectionner. Il y a différentes façons de procéder. Au début, ils étaient principalement composés de membres de la société civile. Mais la situation a évolué. Aujourd'hui, quasi tous les comités de sélection sont composés de 6 personnes, dont 3 sont nommées par les organisations internationales, par exemple les États-Unis, l'Union européenne ou encore l'OCDE. Et ces personnes nommées par les autorités internationales disposent d'un droit de veto. Par exemple, s'il y a égalité entre les membres internationaux et les membres nationaux, l'avis des membres internationaux prime sur celui des membres nationaux. Parce que l'histoire de ce Conseil de l'intégrité nous a montré que les membres nationaux pouvaient parfois être politisés ou contrôlés par le gouvernement. Et c'est pourquoi il est vraiment important de préserver ce droit pour les membres internationaux du comité. Voilà donc ma réponse à votre question. Merci beaucoup pour cette réponse exhaustive. S'agissant des conseils de contrôle civique, les trouve-t-on au sein de toutes les autorités ukrainiennes
ou seulement au sein de celles liées à la lutte contre la corruption? No, actually, you can find it almost in every authority in the country. So, for instance, we have Kharkiv local Non, en administration, fait, on peut les and trouver there dans is presque civic toutes council les autorités du within pays this. et à tous les échelons du pays. Par exemple, au sein de l'administration locale de Kharkiv ou du ministère de l'Intérieur. On les retrouve partout dans le système judiciaire, mais dans les tribunaux, il n'y a pas de conseil de contrôle civique, ni dans le bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption. C'est très intéressant de voir la manière dont la société civile est incluse et comment elle peut participer à la vie publique. C'est très innovant par rapport à la France par exemple, où ce type d'instance est très limité. Tout à l'heure, vous avez mentionné que plusieurs fonctionnaires ont été arrêtés, et ça c'était au début du mois d'août, dans le cadre d'une affaire de corruption pour l'achat de drones. Et ce n'était d'ailleurs pas la première enquête de corruption dans le secteur de la défense. Quels sont les principaux risques de corruption en Ukraine à l'heure actuelle? Of course, we could say that the main corruption risks for Ukraine right now lies within several sectors, Les risques de which are corruption really sont crucial élevés to dans certains Ukraine. secteurs, comme celui de la défense et de la sécurité nationale, le secteur de la reconstruction ou encore le secteur de l'énergie. Le principal risque de corruption est lié aux marchés publics et aux achats. Par exemple, dans le secteur de la défense nationale, l'Ukraine a besoin de munitions. Il faut bien les acheter quelque part et à quelqu'un. À l'heure actuelle, du fait de la guerre, l'économie de l'Ukraine est principalement financée par les partenaires et partiellement par l'Ukraine elle-même. Il est donc très important de s'assurer que l'argent sera bien dépensé. Et nous avons malheureusement eu quelques cas de corruption où les fonctionnaires du ministère de la Défense ont abusé de leur position pour gagner de l'argent sur les achats pour l'armée. Alors j'ai déjà mentionné le cas des drones, mais il y a aussi un cas de corruption lié aux vestes dans l'armée. Le ministère de la Défense a acheté des vestes à une société turque qui était en fait liée à d'autres citoyens ukrainiens et qui les a achetées à un prix plus élevé. Il y a également une affaire de corruption pour la nourriture destinée à l'armée. Les prix de la nourriture étaient beaucoup plus élevés que ceux que l'on peut trouver par exemple dans les magasins locaux. La reconstruction est aussi malheureusement un domaine extrêmement important pour nous. Nous avons déjà reçu de l'argent pour la reconstruction de plusieurs villes et vous pouvez imaginer combien d'argent arrivera après la fin de la guerre. Des membres du Parlement sont d'ailleurs accusés d'actes de corruption pour avoir proposé un pot de vin au chef de l'agence de reconstruction en Ukraine. Un membre du Parlement a essayé de le corrompre afin d'obtenir le projet de reconstruction pour lui ou pour des sociétés qui lui étaient affiliées. Dans le secteur de l'énergie, les risques sont aussi importants. Les Russes ciblent le secteur énergétique ukrainien comme les centrales électriques, et donc elles doivent être reconstruites. La corruption peut alors entrer en jeu. Diriez-vous qu'avec la guerre, la corruption a augmenté ou qu'elle est restée plus ou moins au même niveau qu'avant la guerre? It's hard to say, but I would say that they are not increased, but more opportunities came from the sectors which before the war they C'est were difficile not de répondre, really mais in je dirais place. que la corruption n'a So pas again, augmenté, there was no mais qu'il y a reconstruction plus d'opportunités, notamment dans des secteurs où il n'y avait pas de corruption avant. Par exemple, pour la reconstruction des infrastructures énergétiques, avant la guerre, on n'avait pas besoin de reconstruction. Mais bien sûr, déjà avant la guerre, on avait des cas de corruption dans le secteur de la défense. Avec les exemples que vous nous avez donnés, on commence à entrevoir que la corruption est loin d'être un crime sans victime. Vous avez mentionné le cas de la corruption dans l'achat de la nourriture et cela a forcément un impact sur les soldats. Ils n'ont peut-être pas accès à une nourriture correcte. Donc on le voit bien, la corruption a des conséquences désastreuses, surtout en temps de guerre. Pourriez-vous nous en dire plus sur les impacts sur la vie des gens et comment les gens en Ukraine réagissent à tous les scandales de corruption que nous voyons? It's a very complicated topic, to be honest, on how corruption affects people's lives and what they do about it. I've already C'est un mentioned sujet très compliqué pour être honnête. J'ai déjà mentionné le système de corruption au sein du ministère de la Défense pour la nourriture et les vestes. Et il est évident que les soldats ne reçoivent pas de nourriture correcte, ils reçoivent de la mauvaise nourriture. Et en fait, je pourrais dire que cela les démotive. Avec les drones, avec les munitions qui ont été achetées avec des systèmes de corruption, cela affecte la capacité de l'Ukraine à se défendre. Dans le domaine civil, la reconstruction d'une école peut être affectée par la corruption. La qualité de la reconstruction de l'école va poser question, les matériaux utilisés. La corruption en fait affecte beaucoup de gens. Et en ce moment, alors que nous sommes en situation de guerre, les gens se demandent s'ils doivent fuir le pays vers des pays occidentaux
Et les personnes qui se trouvent actuellement dans l'Union européenne, par exemple en Allemagne, en République tchèque ou dans d'autres pays, elles peuvent se demander si elles vont un jour rentrer dans un pays où les pratiques de corruption sont courantes. Mais sur une note un peu plus positive, en juillet, on a vu d'importantes manifestations. Elles étaient dues à la législation adoptée qui voulait saper l'indépendance du Bureau national anticorruption de l'Ukraine, NABU, et du bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption, SAPO. Avec la réforme, ces deux institutions ont été placées sous la responsabilité du procureur général. C'est un problème car ces institutions doivent être indépendantes. Indépendantes du président, du Parlement, des organes exécutifs, du procureur général, etc. Pour justifier sa réforme, le gouvernement a argué que nous devons accroître l'efficacité de ces institutions et éliminer l'influence russe en leur sein. Mais nous n'avons pas de preuves qu'elles sont peu efficaces, ni encore moins de l'influence russe au sein de ces institutions et des personnes qui y travaillent. Les gens en ont eu assez et ont manifesté contre cette législation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agissait principalement de jeunes de 18 à 25 ans. Ils sont venus manifester et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'une organisation journalistique en Ukraine a publié une étude qui montre que la campagne de désinformation contre ces deux institutions a commencé au début du mois de juin. Ils ont essayé de répandre l'idée que les autorités anticorruption en Ukraine sont inefficaces, que nous devons nous débarrasser d'elles, les placer sous la tutelle du procureur général. Et ces récits et l'argent dépensé dans cette campagne de désinformation n'ont pas fonctionné parce que les jeunes s'informaient autrement. Ils n'ont pas été influencés par cette campagne de désinformation. Ils ont manifesté pour défendre le processus d'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Ils n'étaient pas là pour soutenir des personnalités en particulier au sein de ces autorités en corruption. Ces institutions ont certes leurs défauts, elles ont fait des erreurs, mais leur création est une des grandes réussites de l'Ukraine après la révolution de 2014. En plus, l'Union européenne et d'autres partenaires occidentaux ont aussi dit qu'il fallait maintenir les autorités anticorruption en place. Les manifestations ont été très nombreuses et c'était d'autant plus marquant qu'on est en temps de guerre. Quel a été le résultat de cette manifestation et où en sommes-nous avec cette réforme ? Yeah, and I must say that these were the first anti-government protests in Ukraine after Je the dois war dire que started. c'était les premières manifestations, et si je puis dire, anti-gouvernementales en Ukraine depuis le début de la guerre. Avant cela, il n'y avait eu aucune manifestation anti-gouvernementale. Le résultat, c'est que le président a préparé un projet de loi qui a été approuvé par le Parlement à la fin du mois de juillet. On est revenu à la situation d'avant la réforme, c'est-à-dire l'indépendance de NABU et SAPO. Mais à un détail près, le service de sécurité de l'Ukraine a maintenant 6 mois pour vérifier qu'aucun personnel de NABU et de SAPO, mais aussi d'autres autorités, n'ont de lien avec la Fédération de Russie. Et malheureusement, ce détail risque de poser problème. Si vous avez de la famille en Russie, avec laquelle vous ne parlez pas en ce moment, ou avec laquelle vous n'avez pas parlé depuis longtemps, cela pourrait être utilisé comme une excuse pour vous renvoyer de l'autorité anticorruption ou pour vous renvoyer d'une importante affaire de corruption sur laquelle vous travaillez. Les autorités chargées de l'application de la loi et de la lutte contre la corruption doivent passer au détecteur de mensonges 2 fois par an, selon la méthodologie établie par le service de sécurité de l'Ukraine. Encore une fois, pour vérifier leur affiliation avec la Russie. Soit. Mais malheureusement, il y a des risques. Le détecteur de mensonges ou encore les liens familiaux pourraient être facilement utilisés ou détournés par le gouvernement pour éliminer les personnes qu'ils n'aiment pas. Certes, on retrouve l'indépendance de NABU et de SAPO, mais il y a un risque que pour des questions de sécurité, certaines bonnes personnes soient évincées de ces institutions anticorruption. Oui, les citoyens donc doivent être vigilants et surveiller ce qui va se passer dans les prochains mois. Et comme vous l'avez dit, c'est très positif de voir les gens se mobiliser et défendre l'indépendance des institutions anticorruption, surtout en temps de guerre. Il y a une question que je voulais vous poser. Nous voyons que la Russie, mais aussi la Hongrie et d'autres pays, utilisent les scandales de corruption contre l'Ukraine. Ma question est donc la suivante. Comment pouvons-nous parler de la corruption sans qu'elle soit utilisée contre le pays et sans saper les efforts de l'Ukraine ? The easy answer for this question is to shift the narrative. Now the narrative is that you see how many La corruption réponse toute cases simple are à cette question est « changeons de récit ». Actuellement, le discours est que l'Ukraine est extrêmement corrompue. Tous les jours, nous avons des cas de corruption en Ukraine. Mais en fait, il n'y a pas tant de corruption que cela. Ce sont les mécanismes mis en place qui nous permettent de détecter la corruption.
Nous avons un registre des données ouvert, le système numérique des marchés publics où tout le monde peut tout voir, un registre des bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire qui nous permet de voir qui est le propriétaire réel des entreprises, un registre des entreprises. Nous avons aussi un registre des droits de propriété et un système de déclaration des avoirs. Lorsque tout le monde peut voir tout ce qui se passe, il est possible de savoir si des fonctionnaires possèdent de l'argent liquide ou de l'argent légal. Nous avons également mis en place un système de lutte contre la corruption qui, comme nous pouvons le constater, a permis de mettre au jour avec succès la corruption au sein du gouvernement. Certains diront qu'il vaut mieux vivre dans l'ignorance parce que l'ignorance est un bonheur. Ignorer la corruption permet effectivement d'avoir une vie facile, mais ce n'est pas le choix que l'Ukraine a fait. Le pays a choisi une autre voie depuis 2014. Nous voulons éliminer la corruption. Nous voulons nous en débarrasser et nous voulons nous y attaquer. Et bien sûr, nous nous considérons comme faisant partie de l'Union européenne et du monde démocratique occidental. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit ce système anticorruption dans notre pays. Ce faux récit selon lequel l'Ukraine est extrêmement corrompue, cela n'a aucun sens, car il y a des cas de corruption dans tous les pays. L'Union européenne ne fait pas exception. Il y a des exemples récents en France ou en Lituanie. Par exemple, en Lituanie, le Premier ministre a démissionné début août du fait des enquêtes pour corruption qui ont été ouvertes. La corruption est donc omniprésente. L'Ukraine n'est pas un pays unique où la corruption est énorme. Grâce aux mécanismes en place, nous pouvons parler de la corruption dans notre vie de tous les jours et nous pouvons voir la corruption dans la vie de tous les jours. Oui, en France, par exemple, je dirais que quasi chaque semaine, une affaire de corruption au niveau local, régional ou national est mentionnée dans la presse. Peut-être que la question qu'on doit se poser, c'est plutôt est-ce que le pays est plus corrompu ou est-ce qu'en fait on a en place les structures qui permettent de détecter la corruption? Et donc, si on voit tous ces cas de corruption, c'est parce que les institutions, les systèmes mis en place fonctionnent. Toujours est-il que s'attaquer à la corruption n'est pas la même chose en temps de paix ou en temps de guerre. Dites-nous comment peut-on lutter contre la corruption en temps de guerre? Que pouvons-nous faire et comment la société civile peut-elle contribuer à ce que la lutte contre la corruption reste une priorité alors qu'il y a d'autres priorités? I'll tell you the Ukrainian experience of how we did. So, Je vais vous in the raconter beginning of l'expérience full-scale ukrainienne et ce que nous avons fait au début de l'invasion. Il s'agissait d'une sorte de mémorandum, si je puis dire, entre le gouvernement et la société civile, selon lequel nous devons tout d'abord arrêter les envahisseurs et ensuite nous pourrons parler de nos problèmes internes. Ce mémorandum, bien sûr, n'est pas écrit. Il a été mis en place pendant 2-3 mois, je crois. Mais ensuite, la société civile a vu les failles de ce mémorandum et elle a vu les failles au sein du gouvernement. Au début de l'invasion, tous les registres que j'ai mentionnés, comme le système de déclaration, le registre des bénéficiaires effectifs, le registre des droits de propriété, étaient fermés pour des raisons de sécurité nationale. De ce fait, les capacités de la société civile étaient limitées et elle ne pouvait pas mettre en lumière la corruption avec autant de succès qu'avant la guerre. L'une des premières choses que nous avons préconisées a donc été d'ouvrir les registres qui ne sont pas si cruciaux ou qui ne peuvent pas être utilisés par les Russes. Bien sûr, il y a des limites de sécurité. Par exemple, ceux qui font partie du service de sécurité ne sont pas obligés de remplir la déclaration. Tous les fonctionnaires des territoires occupés ne sont pas obligés de faire de déclaration de leurs avoirs. En temps de guerre, la première chose à faire est de s'assurer que le système de lutte contre la corruption est en place et qu'il fonctionne toujours. Parce qu'il se pourrait que votre gouvernement dise « Nous n'avons pas besoin de la lutte contre la corruption pour l'instant. Nous allons nous débarrasser des autorités anticorruption et nous les rétablirons peut-être ensuite. » Mais en fait, vous devez mettre en place des mécanismes de contrôle des marchés publics de la défense et vous devez établir un contrôle sur le processus de reconstruction. Vous devez établir un contrôle sur les achats dans d'autres secteurs comme la santé, l'énergie, etc. À l'heure actuelle, en Ukraine, nous voyons que la volonté des autorités anticorruption est de poursuivre leur travail parce qu'elles savent que pendant que les soldats se défendent, se battent contre les envahisseurs extérieurs, nous devons traiter nos problèmes et ne pas partir du principe que ce n'est pas important. Parce que si vous échouez dans votre pays, dans votre gouvernement, vous échouerez aussi sur le champ de bataille. Si vous n'avez pas d'institutions fortes dans votre pays qui peuvent aider d'autres institutions et l'armée, et ce sera une victoire facile pour vos ennemis. Nous avons mentionné plusieurs initiatives qui ont aidé à lutter contre la corruption avec les différents registres, mais il y a une chose dont nous n'avons pas parlé, c'est l'éducation. Et c'est une partie de votre travail avec le Centre de recherche et d'éducation contre la corruption.
pouvez-vous nous dire comment l'éducation et la formation peuvent aider à lutter contre la corruption? Pourquoi est-il important de former sur la corruption et l'anticorruption? You can see right now that the anti-corruption sector in Ukraine is quite big, quite large. We have a lot of institutions. We had a big Nous part avons of beaucoup civil d'institutions society who dédiées were à la lutte contre la corruption. Une grande partie de la société civile est impliquée sur ce sujet. Et bien sûr, nous avons besoin de personnel formé qui peut travailler sur les réformes anticorruption, sur les enquêtes, sur l'analyse des risques de corruption. Nous avons besoin d'initiatives spéciales pour cela. C'est pourquoi mon centre a mis en place un programme de master sur l'anticorruption. Nous n'enseignons pas seulement des concepts juridiques, nous enseignons les sciences politiques, la sociologie, l'économie comportementale qui sont liées à la corruption, parce que nous voulons qu'ils aient une vision large de la corruption, parce que vous ne pouvez pas éradiquer ou éliminer la corruption simplement en produisant plus de législation ou simplement en changeant le comportement. C'est une question complexe et nous devons donc également l'aborder de manière complexe. Nous avons également mis en place un programme de certificat pour les responsables de la conformité qui travaillent au sein du gouvernement afin de les aider à identifier les risques de corruption dans le processus d'infrastructure. Nous avons travaillé avec le ministère ukrainien de l'infrastructure et nous avons formé environ 45 responsables de la conformité de différentes régions d'Ukraine. Et nous leur avons appris à aborder les risques de corruption au sein de l'infrastructure. Nous leur avons montré où le risque de corruption pouvait survenir. Nous avons utilisé différents exemples et 4 pays, comme les pays des Balkans ou l'Afghanistan, dans lesquels la reconstruction a eu lieu et nous leur avons montré les risques de corruption. Nous leur avons montré comment ils peuvent lutter contre la corruption au sein de leur autorité. Nous parlons beaucoup de la lutte contre la corruption et de la mise en œuvre des réformes, mais parfois, malheureusement, les gens oublient de demander qui va mettre en œuvre ces réformes. Par exemple, quand on a mis en place le Conseil de l'intégrité publique qui aide à contrôler les juges au sein du système judiciaire, nous avons constaté qu'il n'y avait pas assez de personnes pour faire ça. En soutenant le secteur de l'éducation anticorruption, nous pouvons avoir plus de personnes en mesure de travailler sur ces questions-là. Mais malheureusement, les donateurs internationaux ne soutiennent pas suffisamment ce type d'initiative alors que l'éducation à la lutte contre la corruption est cruciale. Et c'est important car nous n'avons pas beaucoup d'opportunités d'éducation anticorruption dans notre pays. Et encore une fois, plus nous préparerons les gens, mieux le secteur de la lutte contre la corruption se portera. Et peut-être que cela aidera à minimiser les risques de corruption dans la vie de tous les jours. Andri, merci beaucoup pour cette conversation éclairante. Cela nous donne un excellent aperçu de ce qui se passe sur le front de la lutte contre la corruption en Ukraine. Vos propos sur l'éducation sont vraiment très importants. Nous devons former les gens, créer une culture d'intégrité et de lutte contre la corruption. Merci encore d'avoir participé à ce podcast. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.